Notre débat de ce soir est consacré à la Libye, un pays en proie au chaos depuis 2011, depuis la chute et la mort de Mouammar Kadhafi. Une nouvelle conférence internationale débute ce lundi à Palerme, dans le sud de l'Italie. Elle est parrainée par l'ONU. Elle suit celle de Paris en mai dernier pour tenter de sortir le pays de la crise, alors que le géant d'Afrique du Nord est toujours divisé en deux pôles de pouvoir, l'un à Tripoli, l'autre à l'est, à Benghazi, et que des affrontements entre milices éclatent régulièrement. Eh bien, il devient urgent de trouver une solution. Mais l'homme fort de l'Est libyen, le général Haftar, laisse toujours planer le doute sur sa participation. Alors, comment sortir le pays de la crise sans l'un des principaux protagonistes du conflit? Pourquoi l'Italie a-t-elle décidé de prendre la main sur le dossier libyen? Quels sont les enjeux pour l'Europe? Que peut-on attendre de cette conférence? On va en parler tout de suite avec nos invités. Florence Gaob est directrice adjointe de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, auteur également de ce livre sur la Libye, Le Chaudron, aux éditions Hearst. Florence Gaob, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec moi également Roumiana Ugarczynska, journaliste d'investigation et essayiste, co-auteur de Pour la peau de Kadhafi aux éditions Fayard. Paolo Levi, également journaliste italien, correspondant à Paris, l'agence ANSA, principale agence de presse italienne. Bonsoir à tous les trois en plateau avec moi. Et puis, en duplex de Tunis, Marilyn Dumas, journaliste indépendante, co-auteur de Jours tranquilles à Tripoli aux éditions Rive-Neuve. Voilà, merci donc à tous les quatre d'être présents ce soir. On va écouter, avant de commencer à débattre, tout de suite ce que disait tout à l'heure Ghassan Salamé, l'émissaire des Nations Unies pour la Libye, et puis on en parle juste après. Je ne connais pas une seule guerre civile sans ingérence étrangère. Regardez la Syrie, l'Irak, le Yémen. C'est facile de dire que cette guerre sur notre sol appartient à d'autres. C'est aussi vrai en Libye. Mais si les Libyens prennent la décision de mettre fin à leur guerre, je ne pense pas que la communauté internationale les en empêchera. La solution est claire, alors ils ne devraient pas attendre. Ils ont de nombreuses richesses, humaines et matérielles. Ils ne devraient pas manquer l'occasion de mettre fin à ce conflit que la population ne mérite pas. Et dont les enjeux sécuritaires sont très élevés, non seulement en Libye, mais aussi pour les pays voisins en Méditerranée. Roumiana Ugarczynska, on vient d'entendre Ghassan Salamé. Il rappelle l'importance de cette conférence pour les Libyens. Surtout, mais avant même de commencer, je le disais, cette réunion est minée par les tensions entre les différentes factions. Le général Haftar n'a pas confirmé sa venue. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas s'il sera à Palerme. Comment expliquer cette attitude ? Je dirais que la conférence de Palerme est minée aussi par les tensions entre l'Italie et la France, d'abord. Ensuite, cela se répercute également sur ceux qu'ils soutiennent d'une façon ou d'une autre en Libye. Et quant à la présence du maréchal Khalifa Haftar, il avait clairement énoncé dès ses premiers entretiens avec le Premier ministre italien qu'il ne souhaitait pas s'asseoir à nouveau à la table avec un représentant des frères musulmans. Il soupçonne les frères musulmans libyens, il ne les soupçonne pas, il les accuse d'avoir soutenu des groupes djihadistes, des groupes islamistes qui ont nourri la guerre à laquelle doit faire face l'armée libyenne depuis maintenant 4 ans. Une guerre qui a été meurtrière, il y a eu plus de 5000 morts. Donc pour quelqu'un qui dirige une armée, il est très difficile de faire fi de ces morts. On a célébré des morts il n'y a pas si longtemps. Et donc il refuse personnellement de s'asseoir en face de quelqu'un. Il s'agit de Khaled Meshri. Il a été fraîchement élu au mois de mai président du Conseil suprême d'État, donc ce qu'on appelle le Parlement de Tripoli, une entité issue des accords de Skhirat.
tout ce processus est extrêmement difficile à accepter par les Libyens parce que, nonobstant ce que dit Hassan Salamé, il y a eu une ingérence assez lourde de la communauté internationale, notamment lors des accords politiques à Skirat au Maroc fin 2015. Le choix même, le casting du gouvernement a été choisi par la communauté internationale. Il devait être voté par le Parlement, qui est la seule institution élue dans ce pays. Or, il a été rejeté par vote à 2 reprises et la communauté internationale a décidé toutefois de maintenir ce gouvernement. Donc, dire qu'il n'y a aucune faute de la part de la communauté internationale, aucune ingérence étrangère, ne serait pas tout à fait vrai. Et les Libyens se sentent piégés dans ces conflits internationaux, dans cette guerre par intermédiaire que se mènent les grandes puissances sur leur dos. Alors on va y revenir justement tout à l'heure sur ce rôle de la communauté internationale sur ce dossier libyen. Florence Gaub, ça montre à quel point c'est très difficile aujourd'hui de réunir tous les acteurs libyens autour de la même table. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le contexte libyen aujourd'hui, une Libye extrêmement divisée, je le disais tout à l'heure, divisée entre l'Est et le gouvernement de Tripoli et également de très nombreuses milices. Oui, c'est une vraie atomisation. Quand on décrit la situation en Libye comme divisée entre 2 pôles, je crois que c'est vraiment pas comprendre la situation telle qu'elle est, parce qu'il n'y a pas que 2 pôles. Et en fait, je crois que Khalifa Haftar, le fait qu'il joue avec ce doute sur son apparence à Palerme, il le fait aussi parce qu'il veut mettre en avant sa position. Il veut se rendre encore plus important qu'il l'est, justement parce qu'il ne contrôle beaucoup moins qu'on le croit. Donc il n'y a pas que 2 pôles, il y a beaucoup de milices, il y a le sud, l'est et l'ouest, il y a les élites, le peuple, on va dire. Donc le vrai problème maintenant, c'est pas un problème de personnalité ou même de légitimité, c'est un problème structurel, un problème d'étatisation en fait en Libye, et le fait que personne contrôle la situation ou pourrait prétendre à la contrôler. Et c'est ça le vrai problème. On va partir en Tunisie, retrouver tout de suite Marilyn Dumas qui est en duplex avec nous. Marilyn, Florence Gaub vient de l'évoquer, cette division de la Libye. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler d'une Libye? Est-ce que la Libye est en train de devenir en quelque sorte comme la Somalie? Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, ça fonctionne un petit peu par couche, disons. Par exemple, on peut parler d'une Libye en ce qui concerne les salaires des fonctionnaires, c'est-à-dire que c'est l'argent qui arrive au gouvernement de Tripoli qui permet de payer, quand les salaires sont versés, bien sûr, parce qu'il y a des problèmes, qui permet de payer l'ensemble des fonctionnaires partout en Libye. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent fonctionner à peu près. Après, c'est effectivement un pays qui est fractionné, que ce soit politiquement, que ce soit sécuritairement parlant. Il y a énormément de strates en fait. Mais c'est un pays qu'on peut pas dire divisé. Et c'est clair qu'il n'est pas divisé en 2. Il est vraiment fractionné. C'est un ensemble de petits territoires ou même selon les domaines en fait, de division selon les domaines. Avec une situation sécuritaire extrêmement fragile. Exactement. On a quand même l'armée de Khalifa Haftar à l'est qui à peu près qui est cohérente, qui forme un ensemble. Et puis après dans le sud et dans l'ouest, c'est des milices qui peuvent être alliées un jour et opposées le lendemain parce qu'il peut y avoir une petite tension entre elles. Donc c'est vraiment très compliqué. Disons que le moindre par exemple, un accident de voiture peut créer une guerre, en fait, littéralement, entre 2 milices. Et donc, la sécurité peut être tout à fait correcte pendant plusieurs jours à Tripoli et puis exploser tout d'un coup à partir d'une situation ou d'une histoire complètement banale. Merci. C'est ça qui fait la difficulté de ce pays, en fait. Merci beaucoup, Marie-Lise. Paolo Levi, cette insécurité libyenne, ce chaos qui règne aujourd'hui dans le pays, ça déborde aujourd'hui en Méditerranée et ça menace l'Europe d'une certaine manière avec ces vagues migratoires venues de Libye. Oui, bon, disons, ce n'est même plus une menace. Ce que vous dites appartient désormais au passé. En 2016, en 2017, il y a eu des flux migratoires assez importants. Aujourd'hui, il faut le répéter, c'est important, les flux
ont été réduits de 70 voire 80%. Donc ce n'est absolument pas cette urgence que certains leaders politiques veulent nous faire croire. Il y a eu un moment de forte tension, effectivement. Il y a eu par l'intervention aussi ce qu'on dit des accords secrets passés entre le précédent gouvernement italien de Marco Minniti, ministre de l'Intérieur, avec des milices libyennes. Apparemment, ils ont trouvé des accords pour endiguer ces flux. On ne sait pas aujourd'hui toutes ces personnes où elles sont, si elles sont vraiment dans des geôles victimes de torture en Libye ou pas. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans les reports des associations et organisations humanitaires. Il n'y a plus une émergence de type migratoire. Elle n'a jamais existé, en fait. Mais actuellement, elle est vraiment endiguée. On est à moins 70%. Donc, non, il n'y a pas une urgence de ce point de vue-là, je pense. Hein. Vous en savez plus que moi. Et voilà, vous voulez réagir. Qu'est-ce qui explique justement cette tendance ? Justement, déjà, il faut vraiment, je suis complètement d'accord avec vous, il ne faut pas surjouer la route de la Méditerranée. Déjà, la grande majorité des migrants qui arrivent d'une manière illégale en Europe ne viennent pas du tout par la Méditerranée. C'est 20%. Aujourd'hui, ils passent par l'Espagne. Et surtout, maintenant, par le Maroc ou par Syrie-Turquie. Donc, la route classique. Donc, évidemment, ça peut toujours changer, mais c'est vraiment... Elle a été aussi complètement bloquée par cette décision de notre actuel ministre de l'Intérieur en Italie de fermer les ports italiens aux navires de migrants et des associations de migrants comme l'Aquarius. Qui a dissuadé les trafiquants. Et j'imagine que oui, parce que ce qu'on disait, c'était que l'Aquarius, en quelque sorte, une sorte d'appel d'air. On va voir si c'était vrai ou pas. En tout cas, force est de constater qu'aujourd'hui, ces flux ont vraiment chuté. Donc, non, je le dis parce qu'en vue des élections européennes, partout en Europe, on agite ce chiffon des migrations comme la grande menace qui pèse sur l'Europe. Alors, mis à part que la migration n'est jamais une menace parce qu'elle existe depuis la nuit des temps que l'être humain existe. Mais au-delà de ça, il n'y a pas aujourd'hui en Méditerranée une urgence de ce type-là. Les urgences sont d'autres types, notamment à Tripoli, et le terrorisme et l'insécurité qui secoue la Libye. Et, justement, voilà. Cette insécurité qui déstabilise aujourd'hui un peu toute la région. Absolument. En fait, la Libye est devenue, après la chute de Kadhafi, une sorte de hub de tous les groupes terroristes qui existaient déjà dans la région, mais qui, depuis, se sont propagés. Il y a cette zone d'insécurité énorme dans la zone du Sahel et qui est une conséquence de la déstabilisation de la Libye. Donc, toute la région paye aujourd'hui ce qui s'est passé. Cette instabilité est réelle, l'infiltration, la présence de ces groupes est réelle. Ils sont dans un territoire, imaginez 5 fois la France, désertique, où il est extrêmement difficile de les traquer. Oui, aujourd'hui, ils ne détiennent plus véritablement de territoire, comme la ville de Sirte ou la ville de Benghazi ou la ville de Derna, d'où ils viennent d'être chassés récemment donc par l'armée nationale, mais ils sont toujours présents. Et la preuve en est qu'ils sont capables d'organiser des attentats dans la capitale même. Il y a eu 2 attentats revendiqués par l'EI, très symboliques. L'un contre le bâtiment de la commission électorale, quand il était question de se dépêcher d'organiser des élections. Et le dernier attentat contre la compagnie nationale pétrolière. Ce sont des attentats extrêmement symboliques, sans compter les attaques récurrentes contre des postes de l'armée dans le centre du pays et jusqu'au sud. Donc l'État islamique est présent, Al-Qaïda est présent, toute la nébuleuse autour d'AQMI et de Boko Haram également est présent. La frontière n'est pas sécurisée. Le sud est une véritable poudrière. C'est une menace majeure, qui est une menace majeure, pas seulement pour le continent et la région, c'est une menace également pour l'Europe. N'oublions pas la proximité de la Libye par rapport à l'Europe. Et effectivement, de ce point de vue-là, dire que Haftar surjoue, comme le disait Madame, son importance, je dirais que c'est plutôt les Italiens qui ont surjoué son importance, puisqu'ils ont déclaré haut et fort que s'ils ne
n'assistait pas à la conférence de Palerme, celle-ci serait un échec. Et aujourd'hui, effectivement, on se dit qu'il faut construire une armée autour de ce qui existe. C'est une armée, effectivement, c'est une armée avec une chaîne de commandement. C'est un embryon d'armée puisqu'elle a été construite dans les pires moments possibles. Sans compter que dans la nouvelle Libye, elle n'avait pas de place. On avait décidé de sécuriser la Libye avec les milices. Et on a recommencé quand on a installé le gouvernement de Sarraj il y a 2 ans à Tripoli. Et les mêmes erreurs donnent les mêmes effets. Florence Gaob, ce qui se passe là, ce dont on vient de parler, ça a un impact systémique sur toute la région, sur le Sahel également. C'est pour ça que la France a pris à bras-le-corps ce dossier libyen ces derniers mois. Il y a plusieurs raisons, sans doute. Enfin, déjà, oui, la première question, c'est les effets régionaux. Vous avez parlé des armes. On sait que les armes qui provenaient de la Libye, 15 millions d'armes se sont retrouvées dans, je crois, 14 pays. Là, il y a combien d'armes qui circulent? 20 millions environ, oui. Mais en plus, il y a aussi ceux qui se sont retrouvés dans d'autres pays. Et des armes lourdes. C'est pas que le petit pistolet. Donc il y a ça, il y a évidemment les réseaux dont vous parliez là, les réseaux terroristes. Mais je dirais que ça va encore plus loin parce qu'il y a quand même une responsabilité, notamment européenne, suite à l'intervention en 2011. Et là, justement, je ne parle pas que je crois que l'erreur n'est peut-être pas forcément l'intervention, on peut en discuter, mais surtout l'après Kadhafi, où on en a parlé là, la reconstruction du secteur de sécurité n'a pas eu lieu. C'était vraiment, Kadhafi est mort et on éteint la lumière et on s'en va, sans vrai projet. Alors je sais, et c'est d'ailleurs aussi, on en parle dans mon livre, je sais qu'au QG de l'OTAN et à l'ONU, il y avait déjà des projets. Comment envisager l'avenir de la Libye? C'est au niveau politique où la décision a été prise que finalement c'est trop lourd, c'est trop compliqué, ça coûte trop cher. Donc c'est un pari risqué. On va laisser les Libyens faire eux-mêmes, avec les conséquences concrètes. Paolo Levi, vous partagez cet avis que finalement la communauté internationale, les Européens notamment, n'ont pas aidé la Libye à se relever après la chute de Mouammar Kadhafi? Mais complètement, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'en 2011, on a eu cette date avec Nicolas Sarkozy. On s'en souvient, j'étais à l'Élysée moi-même le jour où les Rafales sont partis attaquer le régime de Kadhafi, d'abattre le dictateur à juste titre, au nom des droits de l'homme. Et aujourd'hui, quel est le résultat? On se retrouve avec un pays où les droits de l'homme sont bafoués tous les jours. Je vous ai rappelé, mais vous le savez aussi, vous n'êtes pas sans savoir, de ces geôles où les migrants sont victimes des pires tortures, etc. Et laissez-moi dire, au temps de Kadhafi, il y avait des violations gravissimes des droits de l'homme, mais au moins, il y avait quelqu'un qui tenait ce pays. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne. Le pays est en proie à l'anarchie la plus totale. Donc, on regrette bien sûr pas Kadhafi qui était un tyran, mais il fallait absolument, et là je rejoins complètement votre opinion, penser aussi à un après. On va en reparler juste après. C'est la fin de la première partie de ce débat. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Et donc tout de suite, la deuxième partie de ce débat consacré à la Libye, à ce sommet international qui a lieu à Palerme, en Sicile. Avec moi, pour en parler, Florence Gaob, directrice adjointe de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, Roumiana Ugarczynska, journaliste d'investigation et essayiste, Paolo Levi, journaliste italien, correspondant à Paris de l'agence ANSA, principale agence de presse italienne, et puis en duplex de Tunis, Marilyn Dumas, journaliste indépendante, co-auteure de Jour tranquille à Tripoli. Alors, dans la première partie de ce débat, on a vu un peu la situation sur le terrain, le contexte libyen. Aujourd'hui, on va voir à présent quelle est la position justement de la communauté internationale sur ce dossier libyen à l'ouverture de ce sommet de Palerme. Paolo Levi, là, ça y est, c'est l'Italie qui reprend la main sur le dossier libyen, alors qu'en mai, c'était la dernière conférence qui avait rassemblé tous les acteurs du pays. Ça s'était passé à Paris
Libye autour d'Emmanuel Macron. Oui, c'est une fois la France, une fois l'Italie, ce n'est pas la question. L'important, c'est que c'est les Nations Unies qui doivent mener la danse, en quelque sorte. C'est les Libyens avant tout qui doivent mener la danse, mais sous, disons, la responsabilité, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas avec Ghassan Salamé. Et ensuite, il faut bien des endroits où organiser des conférences. Une fois, c'est Paris. Maintenant, c'est Palerme. C'est une ville, d'ailleurs, qui est une ville très symbolique parce que c'est une des seules villes au monde où la culture musulmane, normande, latine, arabe et grec se mélangent. Donc je pense que c'est un très bon endroit pour tenir une conférence de ce type-là, même s'il y a beaucoup de déceptions, parce que effectivement on s'attendait à une conférence comme ça a été le cas à Paris avec tous les chefs de gouvernement, etc. Haftar d'un côté, Sarraj de l'autre. On voit en direct justement cette conférence en train d'arriver. Oui, lui le pauvre, voilà. Ce Premier ministre Giuseppe Conte, il se retrouve un peu déçu parce qu'il a beau se montrer maintenant enthousiaste, mais c'est un sommet sans les principaux protagonistes de l'affaire risquent de n'aller pas très loin. Rumiana Ugarczynska, l'Italie qui organise donc ce sommet, ancienne puissance coloniale, qui on a quand même le sentiment s'est senti mise à l'écart après ce sommet qui a eu lieu en mai. En France, on a vu notamment Matteo Salvini faire des déclarations assez fortes sur la France qui l'accuse d'être responsable du chaos libyen. Oui, l'Italie, disons-le, a été très jalouse et très mécontente du fait que la France voulait prendre la main sur le dossier libyen. Elle estime qu'elle doit être leader sur ce dossier pour des raisons historiques, par rapport à la proximité, à la présence. Et en même temps, dans cette espèce de compétition qu'elle a mise en jeu depuis la conférence de Paris, cela a en quelque sorte envenimer le dossier, puisque même les Libyens disent mais en fait c'est une conférence pour l'Italie et pas pour la Libye. C'est une conférence qui est faite pour démontrer à Paris qu'on peut faire mieux et où se situe la Libye dans tout ça. Sans compter évidemment les accusations assez violentes de la part de Salvini et d'autres d'ailleurs avant lui vis-à-vis de la France, l'accusant d'interventionnisme, d'ingérence, d'aide militaire. Rappelons tout de même qu'il y a actuellement 700 soldats italiens qui sont stationnés près de Misrata, qu'il y a des entraînements donc, de militaires faits à Tripoli, de garde-côtes. Donc l'Italie est plus que présente et bon, on ne peut pas, à force de se jeter à la figure des accusations d'ingérence, arriver à progresser sur ce dossier. Et c'est pour cela, effectivement, que notre confrère italien a parfaitement raison. Laissons les Libyens chercher la solution. Oui, cette guerre d'ego entre l'Italie et la France, elle est complètement accessoire. Laissons au foot se faire France-Italie et on va en finir. Mais sur la Libye, franchement, c'est même de mauvais goût, en quelque sorte, de s'opposer sur ça. D'ailleurs, je pense que ni l'Italie ni la France ont intérêt à faire ça. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un test diplomatique, cette conférence? Oui, mais c'est complètement accessoire. Et encore une fois, c'est une vision complètement eurocentrique d'une question africaine. C'est aux Libyens de résoudre cette situation. Il y a un homme qui s'appelle M. Ghassan Salamé, qui est très très attentif et s'y connaît beaucoup et suit avec beaucoup de dédition ce dossier. Nous, les Français ou les Italiens, on peut donner une ville belle comme Palerme ou comme Paris de temps en temps pour organiser des conférences dans un cadre sécurisé. Mais plus que ça, c'est aux Libyens. Et c'est dommage pour ça que M. Haftar ne soit pas sur place parce que s'il représente vraiment une moitié du pays, c'est dommage qu'une moitié du pays ne soit pas représentée. Justement, on va écouter ce qu'en pensent les Libyens de cette conférence. On espère que cette conférence sera productive et que les problèmes seront résolus. La situation de ce pays dépend seulement de mots, d'un accord pour mettre fin aux problèmes. Elle ne dépend pas des armes ou des affrontements sectaires ou ethniques. Tout dépend d'un accord et d'un processus politique. C'est un conflit avant tout politique. Nous estimons que la conférence est une sorte de chantage et on nous impose des conditions occidentales et des intérêts non libyens.
À mon avis, aucune conférence ne peut réussir en dehors de la Libye. S'il y a de l'espoir, même infime, nous ne le verrons pas en dehors de la Libye. Logiquement, nous devrions nous asseoir à une table libyenne. Florence Gaob, vous partagez cet avis des Libyens. Il faut que ça se passe entre les Libyens et finalement, toutes ces ingérences internationales et ces guéguerres diplomatiques, ça ne fait pas avancer les choses ? Alors, je pense qu'il ne faut pas oublier que ce conflit, quand même, le conflit dont on parle aujourd'hui, il date depuis 2011. Et la France et l'Italie inclus. Parce que quand la France a décidé d'initier, en fait, la France a été très importante dans la guerre contre la Libye, l'Italie n'était pas en accord. Et même après 2011, après la mort de Kadhafi, l'Italie n'était pas d'accord avec la trajectoire empruntée. Donc je crois que mais c'est dommage quand même, je suis d'accord. Cela dit, le conflit libyen, dès le début, a eu une dimension internationale très importante. C'est l'opération de l'OTAN qui a fait chuter le régime, qui a aidé les rebelles sur le terrain, qui ont renversé le régime. Donc c'est un conflit absolument libyen qui se joue sur le territoire libyen, je suis complètement d'accord, mais on ne peut pas s'en défaire de cette dimension internationale. Et la crédibilité qui vient souvent de l'Europe, c'est ça qui a déclenché en 2011 l'opération, ce n'est pas forcément les Nations Unies. Donc oui, il faut que ce soit en Libye, mais il faut un soutien international pour faire avancer les choses, ça c'est très clair. On va partir à Tunis, retrouver Marilyn Dumas. Marilyn, le président tunisien doit être présent à cette conférence de Palerme. Pour la Tunisie, comme pour les autres pays de la région, la stabilité de la Libye est très importante aujourd'hui. Oui, alors particulièrement importante puisque la Tunisie a été frappée par différents attentats en 2015 et encore très récemment, il y a moins d'un mois à Tunis. Et la plupart du temps, les attentats avaient été effectués par des Tunisiens qui revenaient de Libye, en fait, qui avaient été entraînés en Libye. Il faut savoir que la frontière que la Tunisie partage avec la Libye est en train d'être sécurisée, mais il y a encore beaucoup d'incursions. Il y a des passages illégaux qui se font assez facilement, puisque c'est une frontière qui est dans le désert, en fait, qui est complètement ouverte. Donc les Tunisiens regardent ça avec beaucoup d'attention pour une question sécuritaire. Il y a aussi la question, en fait, des réfugiés libyens qui se sont installés en Tunisie, donc à différentes périodes. Il y a eu d'abord 2011, donc là c'était plutôt les supporters de Mouammar Kadhafi qui sont arrivés en Tunisie. Et puis en 2014, et encore assez régulièrement, il y a des Libyens qui viennent s'installer en Tunisie. Donc effectivement, c'est très important pour les Tunisiens. Et le troisième point, c'est l'économie. C'est-à-dire qu'avant 2011, il y avait énormément de transactions et de commerce qui circulaient entre la frontière tunisienne et la frontière libyenne. Et la Tunisie perd actuellement beaucoup d'argent avec la diminution de ce trafic commercial. Voilà, pour donc ces trafics. Je vous propose, on va écouter le chef du gouvernement libyen, internationalement reconnu, Fayez al-Sarraj, qu'on a vu arriver tout à l'heure en direct à Palerme. Il appelle la communauté internationale à unir ses positions sur la Libye. On va l'écouter, puis on en reparle juste après. L'Italie cherche à organiser les pourparlers en raison de son intérêt pour le dossier libyen. Mais cela nécessite un état de consensus entre toutes les parties, qu'il s'agisse des communautés régionales, européennes ou internationales, afin de parvenir à une vision commune vis-à-vis du dossier libyen. Roumiana Ogarchinska, c'est important, cette unité de la communauté internationale, si en tout cas elle veut se mêler de l'avenir de la Libye? Je dirais qu'elle est essentielle. Et qu'à partir du moment où effectivement les grandes puissances se seront mises d'accord sur le calendrier libyen et sur ce qu'on doit faire là-bas, le problème sera résolu assez rapidement. Effectivement, puisque actuellement les uns veulent des élections tout de suite, d'autres plus tard, d'autres veulent d'abord une constitution, d'autres, enfin bon, à un moment on n'en sortira pas. Donc effectivement, sans une feuille de route unique sur laquelle
tous ceux qui sont intéressés, je dirais, dans le gâteau libyen, parce qu'il y a des intérêts énormes. N'oublions pas la richesse de ce pays, les investissements par les compagnies pétrolières, gazières, etc. Donc, à partir du moment où il y a une feuille de route unique qui unit tout le monde, ce sera beaucoup plus facile pour les Libyens, c'est certain. Oui. Alors, Hassan Salamé a parlé d'élections au printemps prochain. Il y a une feuille de route de l'ONU, en tout cas, il l'a annoncé la semaine dernière. Paolo Levi, est-ce que cette conférence a un sens alors qu'il y a déjà cette feuille de route de l'ONU ? Mais, disons, c'est pour conforter cette feuille de route, pour lui donner un appui politique de la façon la plus forte possible. C'est pour ça que c'est dommage qu'à Palerme, il n'y ait pas Merkel, il n'y ait pas Emmanuel Macron, même si Jean-Yves Le Drian est parti, et heureusement, et merci à la France de participer à ce niveau-là. Mais c'est très, très important de soutenir justement cette feuille de route de Salamé pour qu'on puisse effectivement aller aux élections législatives au printemps prochain, pour que la Constitution soit définitivement approuvée, pour travailler à une loi électorale qui permettent ensuite d'élire un président vers 2020. C'était très intéressant, pour revenir à ces prétendues rivalités franco-italiennes footballistiques. C'était assez intéressant dans Le Monde aujourd'hui. Je vous invite à lire, il y a des sources de l'Élysée qui disent qu'il y a même des acteurs libyens qui cherchent en quelque sorte de gonfler cette polémique, cette rivalité franco-italienne, parce qu'en Libye, c'est ce qu'on explique en coulisses, il y a toute une classe de fonctionnaires qui profitent de cette situation. Ils ont, disons, dans les institutions temporaires, provisoires, leur poste, leur fauteuil, et donc ils ont intérêt à que la situation perdure, cette situation d'instabilité perdure dans le temps. Et donc, c'est vrai que chacun garde ses petits avantages. Voilà, il y a des petits avantages et c'est très difficile pour ces personnes d'y renoncer. Et comme ces personnes sont les mêmes qui sont au poste de commande aujourd'hui, en quelque sorte en Libye, c'est difficile d'avancer. Mais il est absolument fondamental, dans l'intérêt même de la Libye, je pense, je ne suis pas un expert, d'aller au plus tôt, disons, vers la feuille de route de M. Salamé. On a cette chance incroyable d'avoir un monsieur comme Salamé au poste, disons, à ce poste-là. Faisons-lui confiance. Florence Gaub, c'est possible de suivre cette feuille de route quand on voit quand même la situation sécuritaire, on en parlait au début, qui est très compliquée, et puis également de très nombreuses milices, même s'il y a une feuille de route. Est-ce que si des élections sont organisées, ça va suivre derrière sur le terrain, alors qu'une grande partie de la population est armée aujourd'hui ? Au risque de dire quelque chose de controversé, je ne suis pas persuadée que les élections soient la solution. D'abord parce que, déjà d'un point de vue sécurité, ça va être difficile de les mettre en œuvre. Déjà aux dernières élections 2014, je crois qu'il y avait plusieurs stations où on ne pouvait pas se rendre en fait, aux élections. Mais d'une manière plus importante, la légitimité. Si déjà les dernières élections, je crois qu'il y a 18% de la population qui sont allés voter. Donc si on a encore une élection, et d'où vient le problème d'aujourd'hui ? Il y a une contestation de légitimité. Donc si on se retrouve dans la même situation, qu'est-ce qu'on fait ? Donc moi, je pense que le problème n'est pas un problème de personnalité, c'est pas Khalifa Haftar, etc. C'est pas un problème d'élection, c'est pas un problème de constitution. Il faut revoir la totalité de la maison libyenne, la structure, la constitution. La structure de l'État. Exactement. Le repartissement des richesses, l'institution militaire, qui contrôle quoi, et les milices. Personne ne parle des armes. Tout le monde dit on va les désarmer. Mais il n'y a aucun plan sur comment le faire, comment faire que les milices acceptent une élection. Parce qu'en fait, les milices, ils ne veulent pas intégrer l'armée, ils veulent être l'armée. Et c'est ça le problème, et on reviendra toujours à ce même problème sans trouver une solution. Oui, alors je crois que dire qu'une participation faible à des élections rend ces élections illégitimes, à ce moment-là, le Parlement européen serait vide. Parce que des participations de l'ordre de 18, 20, voire 15% en Union européenne, on en a régulièrement. Personne n'est allé prendre Bruxelles par les armes pour dire qu'on ne veut pas de ces élections. Le problème est de faire en sorte que ces élections aient effectivement lieu dans un environnement sécurisé. On a un gros problème qui se situe principalement à Tripoli, où les milices contrôlent les institutions, kidnappent et
participe beaucoup à beaucoup de... Qui sont alliés avec le gouvernement de Tripoli. Il contrôle quasiment les institutions. Même M. Salamé l'a dénoncé. Il a dit qu'il n'était plus possible que ces milices décident à la place des institutions. Le gouvernement en est otage. Or, il y a un moyen très simple d'arrêter tout cela, c'est d'arrêter de les payer. Ils sont payés par le budget central. Donc, arrêtons de les payer. Ils auront moins d'argent pour s'acheter des armes, pour contrôler un peu tout, parce que l'argent permet beaucoup de choses. Cet argent, il vient des revenus pétroliers ? Oui. Cet argent vient des revenus pétroliers et le croissant pétrolier est sécurisé par l'armée nationale libyenne qui n'en touche pas un sou. Tout va à la Banque centrale sous le contrôle du gouvernement central qui est contrôlé par les milices. Donc, cet État, ce n'est pas une situation tenable. Et c'est pour cela, entre autres, que l'Est conteste ce qui se passe à Tripoli, demande que la Banque centrale soit mise sous contrôle, qu'il y ait un audit, qu'on sache comment on utilise l'argent du pétrole et que toutes ces institutions soient unifiées, banque, armée. Il est un petit peu faux de dire, pas un petit peu, tout à fait faux de dire que Haftar représente l'Est. Haftar est le commandant de l'armée. Dans l'armée, et j'en parle en connaissance de cause puisque je suis allée partout en Libye, il y a des Misratis, des Tripolitains, des gens du Sud, etc. C'est une armée. Donc, il faut continuer à discuter. Il y a des discussions ouvertes sur l'unification de cette armée depuis 2 ans. Elles n'avancent pas parce qu'elles sont bloquées par les velléités politiques, effectivement, de ceux, comme le disait notre confrère, qui essayent de rester en place et de s'accrocher au pouvoir coûte que coûte, en faisant reculer les échéances de lois électorales, d'adoption de telle ou telle facilitation pour qu'on sorte de l'imbroglio et du chaos. On va partir à Tunis, retrouver Marilyn Dumas. Vous vouliez réagir à ces propos ? Oui, je voulais revenir d'abord sur la feuille de route qu'a édictée Hassan Salamé, en fait. Parce que pour moi, c'est symptomatique, en fait, du poids de la communauté internationale sur le travail de Hassan Salamé, qui est par ailleurs particulièrement compétent. Je n'ai rien à redire sur ses capacités. Mais en fait, cette idée d'annoncer des élections au printemps prochain, ça ressemble à ces élections qui devaient avoir lieu le 10 décembre prochain, qui étaient voulues par la France. Je pense vraiment que Hassan Salamé a subi quelques pressions et était un peu obligé d'annoncer ces élections au printemps prochain. D'ailleurs, il a été très vague quand il en a parlé parce qu'il a dit que le processus électoral commencera au printemps prochain. La vraie feuille de route, normalement, elle devrait être donnée par la conférence nationale qui aura lieu dans les premières semaines de 2019, probablement fin janvier. Cette conférence nationale, ce sera la dernière session au mois de janvier. Elle est née, en fait, de 4 mois de réunions. Il y a eu plus de 70 réunions partout en Libye. Certaines n'ont réuni que des femmes, d'autres que des sécuritaires. Parfois, c'était par ville. Et il y a eu un rapport qui a été remis la semaine dernière à Hassan Salamé. Et donc, en janvier, la réunion devrait réunir des élus venus de toutes ces réunions passées et ils devraient travailler à une feuille de route, une véritable feuille de route. C'est-à-dire, si on organise des élections en Libye, quand est-ce qu'on les fait? Pour élire qui? Pour quel mandat? Etc. Il y a énormément de questions auxquelles il faut répondre avant de dire on organise des élections. Parce que organiser des élections législatives, il y en a déjà eu 2 entre 2011 et 2014. Ça n'a pas sauvé le pays, ça n'a pas résolu le problème. Donc voilà, quand on parle d'élections, moi ce que je voudrais, c'est qu'on me donne quelque chose de concret en fait, qu'on nous dise vers quoi on va. Mais parler d'élections comme ça, comme si ça allait sauver la Libye, ça me paraît encore très vague. Paolo Levi ? Non, juste parce que j'ai eu un entretien très très intéressant avec des diplomates français sur l'argument et ils ont beaucoup insisté sur l'importance d'une date, même le 10 décembre par exemple. Ils disaient même si ensuite ces élections ne sont pas traduites dans la réalité, elles ont eu, rien que cette date a eu la capacité de persuasion en fait de faire avancer les choses. Parce que s'il n'y a même pas de date, même si c'est une date un peu fantoche, c'est pas du tout sûr qu'on va y arriver, elle permet une dynamique, c'est ce qu'on m'a expliqué au Quai d'Orsay. Après, mais c'est ce qu'on m'a expliqué.
Marie-Lise Dumas. Sauf qu'en Libye, ça accentue le désespoir. Parce que les Libyens, ils attendent des élections. Puis finalement, ils voient le délai passer et rien ne se passe. Et eux, ils se disent, c'est comme la conférence à Palerme aujourd'hui et demain. Ils voient tous ces événements dont on parle énormément. Et finalement, concrètement, eux, leur vie, elle ne change pas. Le problème est toujours le même. Oui, donc ça engendre encore plus de frustration. Encore plus d'attente et finalement, rien de concret qui arrive. Oui, en même temps... C'est ça, c'est exactement ça. En même temps, ne pas avoir un agenda serait un petit peu périlleux. Parce qu'effectivement, ceux qui ont envie de s'accrocher au pouvoir, ceux qui laissent traîner en longueur des décisions législatives, des pourparlers, etc., n'attendent que ça. Et plus cette situation s'installe de division politique, plus les groupes terroristes et djihadistes en profitent pour faire vraiment de la Libye leur arrière-cour. Et ça, c'est une situation qui est extrêmement dangereuse et que personne ne peut tolérer. Oui. Personne ne peut laisser faire ça. Il faut à un moment qu'il y ait un agenda. Marie-Lise Dumas, vous voulez réagir ? Non. Je suis d'accord, effectivement, il faut un agenda, mais il faut un agenda cadré avec du fond d'ailleurs. Savoir pourquoi on va appeler les Libyens aux urnes, en fait. Qui on va élire et pour quel mandat, pour combien de temps, pour faire quoi ? Est-ce qu'on fait une constitution d'abord ? Est-ce qu'on fait une constitution après ? Tant que tout ça n'est pas décidé, moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de dire il y aura des élections au printemps. Parce que ça, c'est juste pour faire plaisir à la sphère diplomatique, en fait. C'était prévu. Et il y a un danger, je trouve qu'il y a encore un autre danger dont on ne parle pas, c'est que la Libye, c'est un pays qui est en train d'apprendre la démocratie. Et toutes ces élections prétendues mener à quelque chose qui soit n'ont pas lieu ou qui... Je suis pas d'accord parce que je trouve le Parlement européen, c'est dans un contexte européen très stable, où il y a des parlements nationaux, des gouvernements établis, etc. Mais en Libye, les élections où il n'y a que 18% de la population qui se présente, ça veut dire que le Parlement, qui était encore en session, se disait, voilà, j'ai une vraie chance pour contester ces élections. Donc, pour moi, c'est vraiment mettre en danger le processus en tout. Je ne suis pas du tout contre les élections en principe, mais pas comme ça. Pas juste on va prétendre que c'est des élections qui vont résoudre la situation, qui vont résoudre le problème. Et ça met en danger un projet plus large, qui est la démocratie en Libye, qui depuis 7 ans plane, en fait. Un dernier mot, Paolo Levi. Écoutez, je pense que la situation actuelle est assez intenable. Donc, il faut absolument progresser. Je ne sais pas comment. On a une chance incroyable d'avoir un monsieur qui s'appelle Hassan Salamé qui a présenté une feuille de route. Il connaît très très bien ce monde, ces dossiers. Faisons-lui confiance. Après, on ne peut pas attendre que la Libye devienne la Suisse pour aller aux élections, parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc, à terme, il faudra absolument des élections. Et c'est dans l'intérêt même de la Libye, des Libyens et même de l'Europe, parce que c'est vraiment un pays qui est dans la cour de chez nous. Et on a tout intérêt à qu'il soit stable, sûr, et surtout qu'il respecte les droits de l'homme, parce qu'il y a aujourd'hui même en Libye des violations, des tortures hallucinantes, affreuses, abjectes, et qui, nous, on ne le sait pas, on ne les voit pas, mais les ONG sont là pour les dénoncer, et il ne faut jamais l'oublier. Un dernier mot très rapidement, Roumiana Ogarczynska également. Disons qu'il faudrait quand même essayer de faire confiance aux Libyens et faire en sorte qu'effectivement, eux soient les vrais décideurs de ce problème. Parce que sinon, ils n'appliqueront pas des décisions qui seront venues d'ailleurs. Merci à tous les quatre. Merci pour ce débat consacré ce soir à la Libye. Restez avec nous. Un prochain journal dans quelques instants seulement sur France 24. C'est dans ces montagnes